Le 7 avril 2026, New York, siège des Nations Unies. Il est environ 21 heures dans la salle du Conseil de sécurité. Les diplomates sont tendus. Le monde retient son souffle. Depuis 5 semaines, le détroit d'Ormuz, l'artère énergétique de la planète, est bloqué par l'Iran, en riposte aux frappes américano-israéliennes lancées le 28 février. Un cinquième du pétrole mondial est paralysé. Les prix des hydrocarbures ont explosé. Plusieurs économies asiatiques et européennes sont au bord de la crise. Une résolution est sur la table. Portée par Bahreïn, soutenue par les États-Unis et les pays du Golfe, elle vise à autoriser des escortes militaires pour forcer la réouverture du détroit. Le monde occidental veut légitimer une intervention. Il faut juste 11 voix. 11 voix sur 15 membres du Conseil. Le décompte commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 voix pour, 2 abstentions et 2 voix contre, 2 voix qui ont tout changé, la Russie et la Chine. Bienvenue sur le cerveau des gouvernements. Aujourd'hui, nous allons décortiquer pourquoi ce veto chinois est peut-être le coup le plus intelligent et le plus sous-estimé de toute cette guerre. Un coup qui se joue sur 4 fronts simultanément. Militaire, économique, politique et narratif. Un coup qui pourrait remodeler l'ordre mondial pour les décennies à venir. Pour comprendre ce veto, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé avant. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Epic Fury, une série de frappes massives contre le dispositif militaire iranien. Les cibles comprenaient des infrastructures militaires, des sites nucléaires, des installations de commandement. L'objectif déclaré, neutraliser la capacité offensive de l'Iran avant qu'il n'acquiert l'arme nucléaire. La réponse iranienne a été immédiate et brutale. Téhéran a activé ses proxys à travers la région, au Yémen, en Irak, au Liban. Et surtout, l'Iran a fait ce que personne n'osait réellement croire possible. Il a fermé le détroit d'Ormuz. Pas complètement, mais suffisamment pour paralyser le trafic pétrolier mondial. Le détroit d'Ormuz, c'est un couloir d'eau large de seulement 39 km à son point le plus étroit. Et pourtant, c'est par là que transite, en temps normal, environ 1/5 de la production mondiale de pétrole. 20% de l'or noir de la planète passe par ce goulot d'étranglement. Pour le gaz naturel liquéfié, la proportion est encore plus élevée. Depuis la fermeture du détroit, les prix du pétrole ont bondi. Les marchés mondiaux sont en turbulence. Plusieurs pays asiatiques font face à des pénuries. Les économies européennes, déjà fragilisées, absorbent le choc avec difficulté. C'est dans ce contexte explosif que la résolution de Bahreïn est arrivée devant le Conseil de sécurité. Et c'est dans ce contexte que la Chine a sorti sa plus belle arme diplomatique, le veto. Parlons de ce que contenait cette résolution. Parce que comprendre ce qu'elle disait et ce qu'elle ne disait pas est essentiel pour saisir pourquoi la Chine l'a bloquée. Dans sa version initiale, la résolution portée par Bahreïn était explicite. Elle aurait autorisé n'importe quel État ou coalition d'États à utiliser tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Dans le langage des Nations Unies, tous les moyens nécessaires, c'est la formule codifiée qui signifie « vous pouvez faire la guerre ». C'est exactement la formulation utilisée pour autoriser la guerre du Golfe en 1990, l'intervention en Libye en 2011 ou les opérations contre Daesh. Autrement dit, si elle avait été adoptée dans sa version originale, cette résolution aurait donné aux États-Unis et à leurs alliés un blanc-seing international pour mener une opération militaire de grande ampleur dans le détroit, voire en Iran, avec la légitimité du droit international derrière eux. Face aux objections, notamment de la France, de la Russie et de la Chine, le texte a été édulcoré plusieurs fois. Tous les moyens nécessaires est devenu tous les moyens défensifs nécessaires. Les références à une autorisation explicite du Conseil de sécurité
ont été retirés. Puis d'autres paragraphes ont été assouplis. La résolution finale qui a été soumise au vote était, selon les propres termes de diplomates occidentaux, un texte considérablement affaibli, presque symbolique, et pourtant, même dans cette version édulcorée, la résolution visait explicitement l'Iran. Elle exigeait que l'Iran cesse immédiatement ses attaques contre les navires. Elle ne mentionnait pas les frappes américano-israéliennes qui avaient déclenché la crise. C'était, comme l'a dit l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia, un texte déséquilibré, inexact et agressif. Et la Chine, comme la Russie, n'avait aucune intention de laisser passer quelque chose qui aurait pu légitimer une escalade militaire américaine dans la région. Le premier front sur lequel ce veto est un coup de maître, c'est le front militaire. Voici le raisonnement de Pékin, tel que des analystes proches du dossier l'ont reconstitué. Si la résolution avait été adoptée, même dans sa version affaiblie, elle aurait fourni aux États-Unis une couverture juridique internationale pour intensifier leur présence militaire dans le détroit et dans le Golfe. Elle aurait transformé ce qui était perçu comme une intervention unilatérale américaine en une action collective, avalisée par la communauté internationale. Or, la Chine a une vision très précise des dangers d'une présence militaire américaine renforcée dans la région. La flotte américaine est déjà basée au Bahreïn. Les États-Unis disposent de bases dans plusieurs pays du Golfe. Une légitimation internationale de leur action aurait pu servir de rampe de lancement pour une expansion militaire qui inquiète profondément Pékin. Mais il y a un deuxième élément, plus subtil et plus intéressant. En bloquant la résolution, la Chine a empêché la création d'un précédent juridique. Un précédent selon lequel le Conseil de sécurité peut autoriser des opérations militaires pour forcer l'ouverture de détroits stratégiques, même quand le pays qui les contrôle est en guerre. Ce précédent aurait pu, demain, être retourné contre la Chine elle-même dans le contexte de Taïwan, du détroit de Malacca, ou d'autres zones maritimes où Pékin a des intérêts vitaux. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, la Chine a soigneusement observé que les navires battant pavillon chinois bénéficiaient, selon plusieurs rapports, d'une forme de traitement de faveur dans le détroit. Selon un rapport de Lloyd's List Intelligence, datant du 15 mars 2026, les navires liés aux intérêts chinois étaient systématiquement moins harcelés que les navires occidentaux. La Chine n'avait aucun intérêt à voir cette situation changer via une intervention militaire internationale qu'elle ne contrôlerait pas. Le deuxième front, et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes, c'est le front économique, et plus précisément la guerre de la dédollarisation. Rappelons un fait fondamental, environ 45 à 50% des importations chinoises de pétrole transitaient par le détroit d'Ormuz avant le déclenchement des hostilités. Cela représentait environ 5,35 millions de barils par jour. Depuis le blocage, ce chiffre est tombé à environ 1,22 million de barils par jour. La Chine a subi un choc énergétique massif. Alors pourquoi Pékin a-t-il bloqué une résolution qui, si elle avait réussi à forcer la réouverture du détroit, aurait directement bénéficié à l'approvisionnement énergétique chinois? La réponse est dans la question. À quel prix cette réouverture aurait-elle eu lieu? Si le détroit avait été rouvert grâce à une résolution de l'ONU avalisée par les États-Unis, la réouverture aurait été une victoire américaine. Elle aurait été réalisée avec des moyens militaires américains. Elle aurait été liée à un cadre de sécurité maritime contrôlé par Washington. Et surtout, elle aurait remis le système du pétrodollar au centre du jeu. Or, quelque chose de révolutionnaire se passe en parallèle. Le 1er avril 2026, Bloomberg a révélé que les gardiens de la révolution iranienne proposaient aux opérateurs de pétroliers de payer le passage sûr dans le détroit en yuans et en crypto-monnaie. Environ $1 par baril, payable en yuan ou en stablecoin. Pour un superpétrolier transportant 2 millions de barils, cela représentait environ 2 millions de dollars
en yuan. C'est un événement historique. Pour la première fois, le contrôle d'un détroit stratégique mondial était monnayé en dehors du dollar. Le pétro-yuan, cette idée longtemps théorique d'un pétrole payé en yuan chinois, était en train de devenir une réalité opérationnelle dans le chaos de la guerre. La Russie, de son côté, avait déjà montré la voie. Depuis 2022 et les sanctions occidentales, la part du yuan dans les exportations pétrolières russes avait explosé. La bourse de Shanghai était devenue une plateforme majeure pour les contrats pétroliers en yuan. Le système CIPS, l'alternative chinoise à SWIFT, gagnait du terrain dans les règlements énergétiques internationaux. En bloquant la résolution de l'ONU, la Chine a protégé cet écosystème émergent. Elle a empêché une intervention américaine qui aurait pu remettre le dollar au centre du commerce énergétique mondial. Elle a laissé le chaos se développer de façon à ce que les alternatives au dollar, yuan, crypto-monnaie, gagnent en légitimité et en utilisation réelle. Le troisième front est politique, et la Chine y a réussi quelque chose de remarquable: retourner le récit du droit international contre ses inventeurs présumés. Après le veto, l'ambassadeur chinois Fu Kong a pris la parole. Son discours mérite d'être analysé attentivement. Il n'a pas défendu l'Iran. Il n'a pas légitimé le blocage du détroit. Au contraire, il a dit qu'il comprenait les préoccupations concernant la navigation commerciale. Mais, et c'est le point crucial, il a insisté sur le fait que la résolution était déséquilibrée, qu'elle condamnait les actions iraniennes sans mentionner les frappes américano-israéliennes qui avaient déclenché toute la crise. Qu'elle n'appelait pas les deux parties à cesser les hostilités, mais seulement l'une d'elles. La Russie et la Chine ont ensuite annoncé qu'elles allaient soumettre leur propre projet de résolution alternatif, un texte qui réclame le respect de la liberté de navigation, sans mentionner spécifiquement Hormuz, et qui appelle toutes les parties à cesser les attaques contre les civils et les infrastructures civiles. Toutes les parties, y compris les États-Unis et Israël. Ce faisant, la Chine s'est positionnée non pas comme une puissance qui protège l'Iran, mais comme une puissance qui défend le droit international dans son application universelle, qui rappelle que le droit international s'applique aussi aux grandes puissances qui lancent des frappes préventives sans autorisation du Conseil de sécurité. C'est un coup de judo diplomatique. La Chine utilise les propres principes du droit international que les Occidentaux disent vouloir défendre, pour les mettre en contradiction avec leurs propres actions. Elle dit « Vous parlez de liberté de navigation. Bien, parlez aussi de la liberté de ne pas être bombardé sans résolution du Conseil de sécurité. » Et dans les couloirs diplomatiques, notamment auprès des pays du Sud global, Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique latine, ce message est entendu avec beaucoup d'attention. Ces pays ont une mémoire longue des interventions occidentales non mandatées par l'ONU. Ils apprécient qu'une grande puissance leur rappelle que les règles du jeu doivent s'appliquer à tout le monde. Le quatrième front est peut-être le moins visible, mais il est fondamental dans la guerre moderne. C'est la bataille du récit. Dans les médias occidentaux, le veto chinois a été présenté comme une obstruction cynique, comme la Chine qui couvre l'Iran pour des raisons économiques étroites, comme une preuve de la paralysie de l'ONU face aux pays qui ne respectent pas les règles. Mais dans les médias du Sud global, dans les capitales africaines, asiatiques et latino-américaines, le récit est très différent. Là, on parle d'une résolution biaisée, d'une tentative américaine de légitimer une intervention militaire qui avait elle-même démarré sans autorisation du Conseil de sécurité, d'une double standard criante. Ce clivage de la perception mondiale est exactement ce que la Chine recherche. Pékin ne cherche pas à gagner le récit auprès des audiences américaines ou européennes. Elle le sait impossible dans le court terme. Ce qu'elle cherche, c'est à consolider sa position comme puissance de référence dans le monde non occidental, comme l'acteur qui dit la vérité sur les règles du jeu, même quand les grandes puissances s'en dispensent,
et dans ce contexte, Trump lui a offert un cadeau inestimable. Son ultimatum à l'Iran, livré publiquement, avec la menace d'éradiquer une civilisation entière, si le détroit n'était pas rouvert avant 20 heures le soir du 7 avril, a choqué une large partie de l'opinion mondiale, y compris des alliés européens, y compris des membres du Conseil de sécurité qui avaient voté pour la résolution, mais qui, en privé, trouvaient le langage trumpien excessif et dangereux. La Chine n'a pas eu besoin de faire beaucoup de communication. Trump s'est chargé lui-même d'illustrer l'unilatéralisme américain dans ses formes les plus brutes, et le veto chinois est apparu, pour beaucoup d'observateurs internationaux, comme la seule réponse raisonnable à une surenchère rhétorique hors de contrôle. Soyons honnêtes, ce veto n'est pas un coup parfait joué par une puissance invulnérable. La Chine a aussi ses fragilités dans cette crise, et les ignorer serait une erreur d'analyse. La réalité est simple, la Chine a besoin du pétrole d'Ormuz. Avant la crise, environ 45 à 50% de ses importations pétrolières passaient par ce détroit. Le blocage a fait chuter ce flux de 5,35 millions de barils par jour à environ 1,22 million. C'est une compression massive. Une crise prolongée pourrait compromettre la stabilité économique chinoise, dans un contexte où la croissance est déjà attendue à moins de 5% en 2026. La Chine a répondu en puisant dans ses réserves stratégiques, estimées à environ 290 millions de barils en 2024, auxquels s'ajoutaient des stocks commerciaux considérables, pour un total estimé à plus d'1 milliard de barils selon certains analystes. Ces réserves donnent un coussin d'environ 200 jours, mais ce n'est pas une solution à long terme. Par ailleurs, la Chine a commencé à réorienter ses pétroliers vers des routes alternatives, la mer Rouge notamment, qui allongent considérablement les trajets et augmentent les coûts de transport et d'assurance. Ce n'est pas sans friction. Et le corridor Chine-Pakistan, souvent présenté comme l'alternative terrestre à Ormuz, reste insuffisamment développé pour compenser à court terme. Alors pourquoi bloquer une résolution qui, si elle avait réussi, aurait rouvert le détroit et soulagé l'approvisionnement énergétique chinois? Parce que Pékin a fait un calcul de long terme contre une douleur de court terme. Elle a estimé que les avantages stratégiques, politiques et économiques du veto, dédollarisation accélérée, précédents juridiques bloqués, position diplomatique consolidée, valaient les quelques semaines ou mois de tensions énergétiques supplémentaires. Et parce qu'elle sait quelque chose que les analystes occidentaux ont tendance à sous-estimer. Les États-Unis aussi ont une limite dans leur capacité à maintenir une pression militaire dans le Golfe. Des missiles, une volonté politique, des alliés qui s'épuisent. Cette limite n'est pas théorique, elle est en train d'être testée en temps réel. Ce veto ne s'explique pas seulement par la crise d'Ormuz. Il s'inscrit dans une stratégie de long terme que Pékin développe depuis des années. La Chine sait qu'elle est vulnérable à Ormuz. Elle le sait depuis longtemps, et depuis longtemps, elle travaille à réduire cette vulnérabilité. Le corridor Chine-Pakistan, connu sous l'acronyme CPEC, est l'un de ces projets. Il s'agit de construire un ensemble d'infrastructures permettant au pétrole, en provenance du Golfe, de rejoindre la Chine par voie terrestre et maritime en évitant Ormuz. Des routes, des pipelines, un port en eau profonde à Gwadar au Pakistan. Si ce corridor atteint sa pleine capacité opérationnelle, la Chine pourra importer plusieurs millions de barils par jour sans passer par le détroit. Plus globalement, la Chine accélère ce que certains analystes appellent sa stratégie de résilience énergétique. Diversification des fournisseurs, Russie, Afrique, Amérique latine, diversification des routes, voies terrestres via l'Asie centrale, et réduction progressive de la dépendance aux hydrocarbures via le développement massif des énergies renouvelables, des voitures électriques et du nucléaire. En 2025, la Chine était déjà le premier marché mondial de voitures électriques. Elle réduisait structurellement sa dépendance au pétrole importé.
Cette vision de long terme explique pourquoi le veto chinois n'est pas le geste d'une puissance paniquée. C'est le geste d'une puissance qui accepte une douleur de court terme pour consolider sa position stratégique de long terme. Et dans cet ordre d'idées, il y a un dernier élément crucial, la dédollarisation. Chaque semaine que dure cette crise, les règlements pétroliers en yuan se normalisent. Les opérateurs de pétroliers qui acceptent de payer le passage en yuan font un pas irréversible vers l'utilisation du yuan dans les transactions énergétiques. Chaque transaction en yuan est une brique supplémentaire dans l'édifice alternatif au pétrodollar que Pékin construit depuis des années. Le chaos d'Ormuz, aussi douloureux qu'il soit pour l'économie chinoise à court terme, sert paradoxalement les intérêts stratégiques de Pékin à long terme. Le veto chinois du 7 avril 2026 n'est pas un coup de force brutal. Ce n'est pas un acte d'agression ou de provocation. C'est quelque chose de plus sophistiqué et de plus durable. C'est un coup stratégique joué simultanément sur 4 tableaux. Sur le tableau militaire, la Chine a empêché la création d'un précédent juridique qui aurait légitimé les interventions américaines dans les zones maritimes stratégiques, y compris celles que Pékin convoite ou surveille de près. Sur le tableau économique, la Chine a protégé et accéléré la dédollarisation du commerce énergétique, laissant se développer un système de paiement en yuan qui était en train de s'imposer dans le chaos. Sur le tableau politique, la Chine a consolidé sa position de grande puissance respectueuse du droit international dans sa lecture universelle et a renvoyé les États-Unis à leurs propres contradictions. Sur le tableau narratif, la Chine a parlé au Sud global, à ces dizaines de pays qui regardent la crise depuis des capitales africaines, asiatiques et latino-américaines et qui voient dans le veto chinois non pas une obstruction, mais une limite mise à l'unilatéralisme de la puissance dominante. Est-ce que cela signifie que la Chine a gagné? Non. La crise est loin d'être résolue. La dépendance chinoise à Hormuz reste une vulnérabilité réelle. La dédollarisation est un processus long, incertain, qui se heurte à la profondeur du système financier américain. Et le risque d'escalade militaire, avec ce qu'il pourrait coûter à toutes les parties, reste immense. Mais ce que ce veto a montré au monde, c'est ceci. Il existe désormais une puissance capable et désireuse de dire non aux États-Unis à l'ONU, et de le faire non pas par caprice ou par idéologie, mais avec une stratégie précise, un calcul rationnel et une vision de long terme. C'est ça le monde multipolaire, pas un monde en paix, il ne l'est clairement pas, mais un monde où le rapport de force n'est plus univoque. Un monde où les règles du jeu sont contestées, négociées, redéfinies. Le détroit d'Ormuz est petit, seulement 39 km de large. Mais les décisions qui s'y jouent en ce moment sont en train de redessiner la carte du pouvoir mondial pour les décennies à venir. Et dans cette partie d'échecs géopolitiques, la Chine vient de jouer l'un de ses plus beaux coups. C'était le cerveau des gouvernements. Si cette analyse vous a éclairé, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que ce veto est vraiment un coup de génie? Ou la Chine a-t-elle pris un risque trop grand? Je vous lis dans les commentaires. À très bientôt.